Gérard Boivin. Bonjour. Donc nous commençons notre troisième vidéo où on va parler du futur. Du futur de l'agroalimentaire, du futur de l'alimentation. Alors aujourd'hui, comme chacun sait, on vit une époque tout à fait particulière de l'histoire de l'humanité où, après avoir vécu dans des famines quasi endémiques, qui était lié au fait qu'on ne pouvait pas transporter la nourriture jusqu'environ au XVIIIe siècle. Le train permet brusquement de distribuer la nourriture. Et d'ailleurs, la population passe grosso modo entre 1850 et aujourd'hui, on multiplie, on passe d'1 milliard à 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards. Certains pensent 10 milliards d'ici la fin de ce siècle. Alors, explosion de la population, est-ce que pour autant on est arrivé à nourrir effectivement toute cette population et comment évoluent d'abord tout simplement les grandes masses entre ceux qui sont trop nourris d'une certaine manière, comme on le verra, et ceux qui n'ont pas assez à manger. Déjà une grande picture, une big picture comme on dit en anglais de ça, c'est-à-dire un grand panorama. Alors en fait, aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 7 milliards. Sur 7 milliards, vous avez 2 milliards de personnes qui sont en surpoids, c'est-à-dire pré-obésité ou obésité, et vous avez 1 milliard de personnes qui n'ont pas assez à manger. Donc vous avez 3 milliards sur 7 milliards de personnes qui sont en déséquilibre alimentaire. D'accord. Dans les pays développés, on est plutôt, je dirais, dans les 2 milliards, en surpoids. Et dans les pays pauvres, on est plutôt en sous-alimentation. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir les deux. Par exemple, en Asie, aujourd'hui, on a les deux. Vous avez grosso modo 600 à 700 millions de gens qui sont sous-alimentés. Et vous avez une partie de la population aujourd'hui, je prends l'exemple de la Chine ou de la Corée, etc., où vous avez un taux de gens en surpoids qui augmente rapidement. Et donc, le paradoxe, c'est qu'on a les deux. Vous avez le surpoids d'un côté, la sous-alimentation de l'autre. Et ça, c'est lié... il y a une chose qui est étonnante, c'est que quand on regarde les courbes de gens sous-alimentés, on s'aperçoit que la disponibilité de calories par habitant a augmenté régulièrement. Et ça n'empêche pas qu'il y a eu des famines. Par exemple, j'ai vu ça en Égypte il y a quelques années. Et donc, il y a des problèmes à la fois économiques qui expliquent ça. C'est pas seulement le manque de... C'est pas la disponibilité en aliments. On a la disponibilité, mais c'est souvent des crises économiques. Et dans les pays développés, le problème, c'est le déséquilibre alimentaire dont on parlait précédemment. Oui, bien sûr, le fait que en ayant les moyens, inversement, on a une tendance à manger plus. On a tendance à manger plus et mal surtout. Alors, comment vous voyez tout cela évoluer, sachant que il y a par exemple la grande question de la viande qui, il faut le rappeler, est un élément clé de la pollution en termes de CO2. Il y a la question effectivement de comment les personnes riches, la partie de la population riche, ne mange pas trop. Il y a la question effectivement de résoudre la sous-alimentation d'une partie encore significative de l'humanité. 1 milliard, c'est pas rien. Alors en fait, il faut savoir quels sont les critères d'achat des gens. Et ça, quel que soit le pays. Le premier critère, c'est le prix. Le deuxième critère, c'est le plaisir. Le troisième, c'est la santé. Le quatrième, c'est l'éthique. Lorsque vous n'avez pas beaucoup de moyens, ce qui est important, c'est le prix et le plaisir. Et la santé, vous vous en moquez un peu, et donc vous avalez des produits dans lesquels il y a beaucoup de glucides simples, parce que glucides simples, de sel, etc., de gras, de mauvais gras, parce qu'en définitive, c'est moins cher. Il faut savoir aujourd'hui que ramener aux calories, les fruits et légumes sont 4 à 5 fois plus cher que le gras et le sucre. D'accord. Donc, le gras et le sucre, c'est par exemple les chips. Les chips, c'est archi connu. Et exemple, on sait que ça... l'excès de chips, je ne dis pas de ne pas manger de chips. Oui, bien sûr. Ma position est toujours la même. Il n'y a aucun mauvais aliment. Il y a toujours des excès, des insuffisances. Mais celui qui mange trop de chips, ça lui pose un problème. Donc, en définitive, le vrai problème, il est lié à ces critères. Or, aujourd'hui, les gens commencent à prendre conscience que la santé est déterminante. Donc, ce qui se développe énormément, c'est l'alimentation santé. Alors qu'avant, c'était surtout l'alimentation plaisir.
Aujourd'hui, on est plus dans l'alimentation santé et plaisir. D'ailleurs, il y a eu des sondages qui ont été faits en France où on voyait que au XXe siècle, donc jusqu'en 2000 à peu près, la priorité des gens, c'était avoir des produits bons à un prix acceptable. Aujourd'hui, bon, au niveau du plaisir. Aujourd'hui, à partir de 2007-2008, lorsqu'on repose la même question aux gens, les gens disent maintenant ce qu'on veut, c'est des produits bons au niveau du plaisir et bons pour ma santé à un prix acceptable. Donc on voit qu'il y a quand même une prise de conscience de la notion de santé. Néanmoins, entre le déclaratif et le comportement réel, il y a encore une différence à un certain temps. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, l'alimentation santé prend de plus en plus de poids. Les gens ont besoin de plus de transparence. Dans cette transparence, ça peut être mieux connaître la traçabilité des produits, c'est mieux connaître l'origine. Donc il y a ça. Mais au niveau de la santé, les gens sont plus vigilants sur la qualité sanitaire, d'où le problème des peurs, je dirais, compte tenu que les gens sont sensibles à la qualité sanitaire, il suffit de dire il y a tel produit qui est mauvais et les gens ont peur. Deuxièmement, c'est la qualité nutritionnelle et troisièmement, c'est la qualité naturalité. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience de la santé au niveau des gens. Ça, c'est le premier point. Et donc, ça veut dire que les gens sont plus sensibles aux produits qu'ils ne l'étaient avant. Le deuxième élément dans l'alimentation du futur qui, à mon avis, va devenir déterminant, c'est avoir une consommation plus individualisée. En particulier, les régimes alimentaires seront différents. Il y aura des gens qui seront un peu plus flexitariens, c'est-à-dire qui mangeront un peu moins de viande. D'ailleurs, la consommation de viande a un peu baissé. Il y en a même qui seront végétariens et même végans. Donc là, chacun a son libre arbitre. Ce qui est clair, c'est que dans les pays pauvres, on ne consomme pas assez de viande et dans les pays riches, on en consomme trop. Donc il faut rééquilibrer tout ça. Et c'est ça qui ne va pas être facile parce que lorsque un pays commence à être un peu plus développé, il y a une corrélation entre la consommation de viande et la consommation de calories. C'est-à-dire qu'on consomme plus de calories en mangeant de la viande. Donc il faut rééquilibrer tout ça au niveau mondial. Et donc, manger un peu moins de viande dans les pays riches, mais ça concerne 20% de la population. Oui, c'est ça. Des pays riches, et manger un peu plus de viande dans les pays plus pauvres. Et il est clair aussi qu'il y a un aliment qui est assez peu consommé, mais qui est très bon, c'est les légumineuses. Alors j'ai donné l'exemple des lentilles. Voilà, les lentilles, c'est vraiment quelque chose qui est assez extraordinaire pour la santé, et qui est assez peu consommé. Donc, et en plus, il y a des protéines. Voilà. Donc, je dirais qu'il faut laisser aux gens leur libre arbitre. Néanmoins, je pense qu'il faut rééquilibrer notre alimentation, ce que je disais précédemment, un peu plus de produits végétaux. Dans les pays riches, un peu moins de viande. Dans les pays pauvres, un peu plus de viande. Et moi, je ne crois pas au régime où on supprime un aliment. C'est absurde. Je pense qu'il faut effectivement manger au moins 5 fruits et légumes par jour, 4 féculents, 3 produits laitiers, 2 VOP, c'est-à-dire viande, œuf, poisson maximum. Et puis, on a le droit à un produit un peu moins... Fun. Un peu plus fun, oui. Si vous voulez boire un verre de vin, vous buvez un verre de vin. Si vous voulez manger quelques chips, vous mangez quelques chips. Donc, il ne faut pas s'interdire d'aliments. Ce qu'il faut simplement, c'est équilibrer son alimentation. Et c'est ça qui est déterminant. Dans le futur, il y a une chose aussi qui va changer, c'est le système de distribution. Oui. Le e-commerce va continuer de se développer. Au-delà du e-commerce, vous allez avoir comment dirais-je, le commerce, la livraison d'aliments qui va se faire un peu plus facilement. Et il y aura aussi plus de circuits courts. Donc la distribution va changer, les gens vont être plus regardants sur les produits et surtout, on va avoir une personnalisation de l'alimentation. Alors sur ce thème de la personnalisation qui est très intéressant parce que c'est une tendance qu'on voit partout, c'est-à-dire que de plus en plus chacun d'entre nous veut être traité en tant qu'être singulier. Voilà, et ça, c'est une tendance qu'on voit bien sûr dans l'alimentation, mais aussi dans les vêtements. Ça bouleverse complètement la mode, puisque chacun crée sa propre mode. Il y a aussi un phénomène extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, pour très peu cher, alors là je prends ma casquette de Californien, on peut décrypter son code génétique. Oui. Et le code génétique, évidemment, ça vous donne des clés pour comprendre
en profondeur qui vous êtes. Est-ce qu'il y a une alimentation spécifique? Est-ce que notre besoin en alimentation est spécifiquement et plus spécifique en fonction de notre situation génétique? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent manger beaucoup de viande, d'autres qui doivent manger beaucoup plus de légumes en fonction de son code génétique? Je ne sais pas. Alors, je vous pose très naïvement cette question. Alors oui, il y a, grosso modo, vous êtes à 20% dépendant de votre génétique, à 80% de votre comportement. D'accord. Donc, il y a une relation, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, nutrogénique, et il y a une relation entre votre alimentation et l'influence sur vos gènes. Et même, d'une certaine manière, un certain type d'alimentation pourrait révéler certains gènes. Vous dites ça en épigénétique? Oui, parce que vous avez... C'est fascinant, ça. Sur les gènes, au bout des gènes, vous avez ce qu'on appelle les télomères. Et les télomères, lorsque vous avez une mauvaise alimentation, diminuent. D'accord. Et lorsque vous avez une bonne alimentation, ils augmentent. Oh là là. Donc, ça agit sur les gènes. Donc, il y a une relation, effectivement, entre votre ADN, en fait, et l'expression de votre ADN et l'alimentation. Néanmoins, il ne faut pas oublier que 80% de ce que vous êtes vient de votre comportement, ce que je disais tout à l'heure, l'alimentaire, la sédentarité et le sommeil. Oui, c'est ça, oui. Voilà. C'est massivement... Oui. Il faut déjà massivement faire attention à faire un peu de sport, bien dormir, et une nourriture diversifiée en augmentant les légumes, les fruits et les féculents. Voilà. Et après, bon, effectivement, on pourrait raffiner les choses, mais peut-être dans le futur, ça va devenir plus important, cette dimension-là, en fait, à mesure qu'on découvrira des liens entre certains aliments, certains gènes, peut-être le fait que chacun puisse avoir une nourriture spécifiquement dessinée en fonction de ses besoins génétiques. Mais ça, c'est dans 20 à 30 ans. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la médecine, vous avez 3 médecines. Vous avez la médecine curative. Donc, vous mangez mal et puis vous prenez un médicament. Ça, c'est mauvais. Vous avez le médicament la médecine préventive, c'est-à-dire le meilleur médicament, c'est votre alimentation. Donc, aujourd'hui, on commence à se mettre dans le préventif et vous avez la médecine prédictive, où là, effectivement, on pourra, en fonction de ce que vous êtes, mais c'est dans 20 à 30 ans. Donc, aujourd'hui, il faut passer de la médecine curative à la médecine préventive. Merci. Après, alors sur cette phrase qui en dit long sur le futur et la nécessité de chacun de faire attention à son alimentation, je crois que la phrase clé, c'est votre alimentation, c'est votre première assurance santé. C'est la meilleure assurance santé. Hippocrate disait votre première médecine est votre alimentation. C'était il y a 2400 ans. Merci beaucoup, Gérard. À très bientôt.